Plutôt qu'une longue démonstration, je vais vous expliquer la philosophie de Lyapunov. Tout d'abord, vous devez déterminer les équations du mouvement. Je vous en ai mis deux au hasard. Pour trouver les positions d'équilibre, soit votre sens physique vous donne les positions d'équilibre. Si vous n'en avez pas ou si le système est compliqué, on va regarder les équations. Comme j'ai mis deux équations au hasard, c'est ce qu'on va faire. Ici, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de θ, donc ça sera forcément θ point qui va être à l'équilibre. Par contre, on a du phi, donc ça sera phi qui sera à l'équilibre. θ point E égale constante, phi à l'équilibre égale constante. Donc, si θ point E est constant, sa dérivée est nulle. Si phi est constant, ses dérivées sont nulles. C'est ce que je vous ai mis ici. Ensuite, on réinjecte dans nos équations de mouvement. Ça part, ça part, ça part. Ici, j'ai la valeur grâce à la première équation. Et ça me donne θ point E et phi E. On s'aperçoit que phi E est fonction de θ point E. C'est pas grave, j'ai sa valeur. Hypothèse. On suppose l'équilibre stable et la méthode consiste à vérifier si c'est vrai ou pas. Si je regarde, si l'équilibre est stable, θ point E va osciller autour de la valeur, θ point va osciller autour de la valeur θ point E. θ seconde E va rester tout petit, il va osciller autour de 0. Pareil, phi de t va osciller autour de phi E, phi point E et phi seconde E vont osciller autour de 0. J'effectue donc un changement de variable pour me placer autour des positions d'équilibre. Epsilon point θ, θ point moins θ point E, donc je vais faire un décalage d'origine pour me placer autour de 0. Pour θ seconde, c'est pas la peine, il est déjà autour de 0. Et puis je fais la même chose pour phi, que je vais décaler phi moins phi E. Phi point E, phi seconde E, ils sont déjà autour de 0. Donc, je vais me retrouver avec des epsilon, epsilon point, epsilon seconde, qui sont des infiniment petits du premier ordre. On va remplacer dans nos équations de mouvement nos θ et nos phi par le changement de variable. Je vous ai mis les équations du départ, et voici lorsque je remplace. On va développer ces équations, et puis on va les linéariser. Donc, la linéarisation consiste dans un premier temps à mettre tous les termes constants à droite, et ensuite, comme ce sont des infiniment petits du premier ordre, tout ce qui va être en carré va disparaître. Et si on avait des fonctions sinus et cosinus, il suffirait de prendre leur développement limité au premier ordre. Donc on regarde qu'ici, ça ne change pas, ça ne change pas, ça ne change pas, ça ne change pas. Les constantes ici vont s'annuler. Ça c'est dû au changement de variable effectué ici. Et pour la deuxième équation, ça ne change pas. Ce terme-là va disparaître. Ici, c'est bien un premier ordre, θ point E étant une constante. Constante, premier ordre, et donc constante, constante. Je mets toutes les constantes à droite et je retrouve 0. C'est ici. J'obtiens donc un système de deux équations différentielles linéaires. Pour vérifier que vous avez bien un système linéaire, il suffit de le mettre sous forme matricielle. Vous reprenez vos deux équations que vous remettez sous forme matricielle. Donc, j'ai extrait les epsilon secondes, les epsilon points, les epsilon, et puis vous remplissez les matrices. Le système sera linéaire si
vos matrices de 2 sont des constantes. A, B, E, 0 constante. Ici, j'ai du θ.E qui est bien une constante. Et on s'aperçoit que notre système est homogène. Donc tout va bien. Ce système d'équations différentielles a une solution qui est connue. Epsilon θ égale A exponentielle lambda t, epsilon phi égale B exponentielle lambda t. Avec le même lambda dans les deux équations, parce que les paramètres sont croisés. On les dérive une fois, on dérive une deuxième fois. A, B, lambda sont des complexes. Et on va réinjecter dans nos équations linéarisées. Je mets grand A, grand B en facteur et exponentielle lambda t en facteur aussi. Donc ce système linéarisé, on peut le mettre sous forme matricielle. On a donc une matrice M, A, B égale à 0. J'ai simplifié par exponentielle lambda t parce qu'il est strictement différent de 0. On a une solution évidente à ce système qui est A égale B égale à 0. Mais pour tester notre stabilité, ça ne va pas parce que ça nous donne l'immobilité. En effet, vous faites A égale B égale à 0, ça vous donne epsilon θ, epsilon phi nul, et donc rien ne bouge. Donc on va regarder s'il existe d'autres solutions. Il en existe si votre déterminant est nul, c'est-à-dire si vos deux équations sont linéairement liées. Ce déterminant, il est de degré 4, donc un polynôme de degré 4, et donc il suffit de trouver les 4 racines complexes conjuguées, je ne vous le démontre pas, mais vous l'admettez, qu'elles sont conjuguées, que j'ai appelées lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. Donc, la solution à notre équation différentielle, c'est la somme de toutes nos solutions particulières. Donc pour epsilon θ, ça nous fait du A1 exponentielle lambda 1, A2 exponentielle lambda 2, A3, lambda 3, A4, lambda 4. Je vais le développer. Alors que les deux premiers termes, après c'est pareil. Donc je transforme les lambda par leur expression complexe. Et puis on s'aperçoit qu'on peut mettre en facteur exponentielle à 12t. Que voilà, facteur de ceci. Notre équilibre sera stable si la limite de epsilon θ est égale à 0. On va donc étudier sa limite. Premier terme, donc celui-ci, avec un coup de l'air, on le transforme en sinus et en cosinus, Z1 et Z2 étant des réels. On s'aperçoit que cette fonction est bornée. Moins valeur absolue de Z1, moins valeur absolue de Z2, et puis valeur absolue de Z1 plus valeur absolue de Z2. Cette fonction n'a donc pas de limite. On va s'intéresser au terme qui est devant. Ce terme à l'infini, 3 possibilités. Sa limite est nulle si A12 est négatif, 1 si A12 est nul, et plus l'infini si A12 est positif. Donc, pour avoir un équilibre qui est stable, il suffit de regarder les parties réelles de notre polynôme caractéristique. Si ces parties réelles sont négatives, l'équilibre est stable. Si elles sont négatives ou nulles, on ne sait pas, parce qu'on a une fonction qui va osciller constamment. Et s'il y en a au moins une qui est positive, c'est pas stable. Voilà, c'était la philosophie de Lyapunov. Merci.